Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, on reste chez moi à Montréal pour cette discussion. Je vais vous présenter Anne-Marie Deneau et elle-même va vous présenter son travail au cours de cette discussion. Donc je vous en dis pas beaucoup plus maintenant parce que vous allez voir, on a presque une heure ensemble par la suite. Mais en gros, voilà, elle a créé une start-up qu'elle dirige toujours aujourd'hui, Tripura Breath, qui est en fait une start-up qui mélange des savoirs anciens sur des techniques respiratoires, en l'occurrence pranayama, avec une application téléphonique et de l'intelligence artificielle afin d'amener tout un tas de possibilités à l'avenir, euh, possibilités dont on a honnêtement, même pas idée encore aujourd'hui. Mais tout ça, c'est très excitant. Je suis toujours optimiste de rencontrer des gens euh, comme ça, avec ce genre d'idées. Euh, donc tout de suite, voilà, je vous laisse en compagnie d'Anne-Marie et de moi-même. Début et la fin. Ok, donc salut Anne-Marie. Merci d'avoir accepté de venir me parler ce matin, ça me fait très plaisir parce que comme on va le voir plus tard, je trouve que tu es en train de développer un projet qui est très intéressant. Et donc voilà, voilà, auditrice, auditeur, Anne-Marie Deneau de Montréal, ici présente. Donc voilà, ça va bien? Merci. Oui, ça va très bien. Merci, Sébastien. Mais je suis super contente de pouvoir discuter du sujet dont on va discuter aujourd'hui avec toi. Ouais. Puis merci de prendre un moment pour cette conversation-là, puis cette Ça, mini-entrevue. Super excitée. Ça me fait très plaisir. Je suis sûr que ça va intéresser pas mal de monde parce qu'en fait, on va parler en fait, de ton projet qui est donc, on peut parler de start-up à l'heure Oui. actuelle. Alors, Mhm. je crois qu'en des fois, en français, on appelle ça aussi jeune pousse. Je sais pas, OK. je sais pas au Québec. Au Québec, on dit plutôt start-up, non? Oui, j'ai jamais entendu jeune pousse, mais Ouais, j'aime alors. beaucoup l'expression. Alors en France, dans les faits, on dit start-up, mais il y a des gens qui disent jeune pousse. Alors, mais je trouve que c'est assez joli comme expression, du coup. Donc voilà, on va Vraiment. parler de la jeune pousse que tu as créée et que tu diriges, donc qui s'appelle Tripura Breathing, c'est ça? Oui. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire Tripura? Ben oui, mais Tripura, en fait, c'est un nom en sanskrit. Donc, Tripura, c'est la déesse des trois mondes. Donc, D'accord. en anglais, on dit Hell, Heaven and Earth. Ok. Donc, c'est un peu pour représenter symboliquement la femme puis tous les cycles auxquels elle passe au travers. Donc, c'est un petit peu en fait, c'est le symbole le plus puissant de la divinité féminine en Inde. Donc, D'accord. c'est ce que ça veut dire, Tripura. Mhm. Inde, un pays dans lequel tu as séjourné, si je me souviens bien, c'est ça? Mhm. Oui, Parce exact. qu'en fait, je pense qu'on peut y aller chronologiquement, mais déjà, on peut dire que donc cette société que tu développes, elle fait elle fait un pont entre les techniques respiratoires, qui sont des choses traditionnelles, enfin souvent, notamment, comme on va le voir, tu es très influencé par ce qui vient d'Inde en matière de techniques respiratoires, Ouais. et faire un pont entre ça et quelque chose de très moderne qui est en fait l'intelligence artificielle. Mais en fait, peut-être, voilà, on peut commencer par parler, parce qu'il y a un événement dans ta vie qui t'a amené à ça, Mhm. et qui t'a amené notamment à ces techniques respiratoires. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, oui, ben, certainement. C'est un événement qui a été très révélateur pour moi dans ma vie. Donc, moi, j'ai une société qui s'appelle Moon Factory Production. Puis Tripura, en fait, c'est un projet dans cette entreprise-là qui existe depuis quelques années. Euh, donc, ce qui est arrivé, c'est que je travaillais fort, je travaillais sur plusieurs différents projets. J'étais un peu stressée, je dois avouer. J'étais dans une phase dans ma vie où j'avais beaucoup de misère. J'étais en train de perdre des contrats. Je ne savais pas trop comment naviguer, tout ça. C'est pas toujours facile d'être entrepreneur. Puis, je m'en allais, c'est drôle parce que je m'en allais à un cours de yoga. Puis, j'ai pris mon vélo.
J'étais à Montréal, j'ai pris mon vélo, puis je roulais sur la rue Sherbrooke à Montréal. Il y avait toutes des voitures qui étaient stationnées sur le côté de la rue. Moi, je roulais à toute vitesse. Puis, je me suis fait emportiérer. Donc, il y a une porte de voiture qui s'est ouverte devant moi. Le coin de la porte a frappé mon menton, m'a traché. Et là, j'ai tombé par terre. J'étais pas capable de respirer. Je commençais à paniquer. Je me suis ramassée aux urgences. Donc, ce qui est arrivé, c'est que ma corde vocale gauche, en fait, ma trachée a été affectée, ma corde vocale gauche endommagée. Donc là, elle était en train de gonfler, en fait, de s'enfler. Donc, je ne pouvais plus respirer. Donc, j'étais aux soins intensifs, la personne la plus surveillée de tout l'hôpital parce que dès qu'on arrête de respirer, pendant quelques minutes, après, on meurt. C'est pas bon pour la santé, oui. C'est pas très bon pour la santé, effectivement. Donc, j'étais là-bas pendant 2 jours. Quand je suis partie des soins intensifs, j'avais perdu la capacité de projeter ma voix. Donc, au début, on pensait que c'était temporaire, mais après un certain moment, j'ai eu des rendez-vous de suivi avec des spécialistes au niveau de la voix, justement. Puis, on m'a dit, tu ne pouvais plus du tout parler ou tu pouvais juste murmurer? Je ne pouvais plus projeter ma voix, donc... Ah oui, voilà. Je pouvais peut-être des fois chuchoter dans l'oreille de quelqu'un qui me comprenne, mais si j'étais dans cette situation-là en ce moment, tu ne m'entendrais pas parler. D'accord. Donc, j'étais comme presque rendue muette. Puis pour moi, qui ai fait des études en communication et tout ça, c'était vraiment la fin du monde. Vraiment, là, de perdre la capacité de communiquer, c'était hyper traumatisant. Donc, je me suis ramassée à partir... en fait, j'ai fui dans un ashram. Donc, je suis partie vraiment là, sur un coup de tête ou instinctivement ou intuitivement, je ne sais pas trop, mais je me suis levée un matin et je me suis dit, je m'en vais. Donc, je suis partie dans le ashram, Shivananda, qui est un ashram. Il y a un des ashrams qui est dans le nord du Québec, dans les Laurentides, ça s'appelle le camp de yoga Shivananda. OK. Je suis partie là-bas pendant 1 mois. Donc, là-bas, c'est vraiment spécial. C'est vraiment la tradition indienne qui est instaurée dans les Laurentides. Au début, je trouvais ça très, très bizarre. Tous les rituels, la méditation, les techniques de respiration. Parce qu'à la base, tu faisais du yoga, mais pas forcément ce qui est ésotérique. Tu faisais plutôt... Voilà. Je faisais du yoga, du hatha yoga, c'était plus du yoga athlétique et tout ça. Donc, ça faisait un petit bout de temps que j'en faisais, mais je n'avais jamais vraiment connu le côté plus traditionnel et certainement pas les techniques de respiration que j'ai appris là-bas. Après 1 mois d'avoir resté là-bas avec justement une routine vraiment très, très particulière où on médite, on fait des techniques respiratoires que je ne connaissais pas et on fait du yoga. Bon, après ce mois-là, j'ai retrouvé la capacité à projeter ma voix. Puis les médecins m'ont demandé qu'est-ce que tu as fait? Parce donc à 100%, c'est revenu à 100%. Médicalement. Pas crier aussi fort qu'avant. C'est peut-être pas une mauvaise chose. mais c'est revenu très, très proche de ce que c'était avant. Et les médecins m'ont vraiment demandé ce que j'ai fait parce qu'ils m'ont dit que c'était médicalement impossible que je retrouve la voix. Mais en fait, ce qu'on a découvert, c'est que ma corde vocale gauche était tellement endommagée, toute recroquevillée, en fait. Donc, je ne peux pas projeter comme ça ma voix. Sauf qu'en faisant les techniques respiratoires, ce qui a vraiment détendu mon système nerveux et propice à la réhabilitation, en fait. Donc, ma corde vocale gauche s'est détendue. Puis, avec les exercices de yoga, j'ai étiré, en fait. J'ai étiré la corde vocale gauche et elle est revenue en place. Puis, si je n'avais pas fait ça aussi rapidement, ça se serait atrophié, en fait. Donc, il aurait fallu que j'aie une chirurgie, m'aurait mis un bout de plastique au lieu de la corde vocale. Donc, j'ai été hyper excitée par rapport à... excitée, j'avais comme une énergie, je ne sais pas comment on appelle ça, mais un appel à une mission quelconque et j'ai voulu en avoir. Et c'est là où je suis partie en Inde. Donc, je suis partie en Inde et j'ai fait plusieurs formations en technique de pranayama. Je me suis vraiment instruite par rapport à tout ça. Donc, j'ai fait environ 5 formations différentes.
Puis, depuis ce temps-là, je suis vraiment une junkie de la respiration. On peut dire ça comme ça. Donc, donc plusieurs séjours en Inde, tu veux dire par là ou ouais. J'ai fait plusieurs formations en technique respiratoire. J'ai fait un séjour en Inde, en Himalaya, donc proche de Rishikesh, à Rudraprayag. Okay. Donc là, j'ai vraiment eu une expérience où je faisais mes techniques respiratoires dans une grotte avec un swami qui nous enseignait justement les traditions de Hatha Yoga Pratipika, donc vraiment au niveau de la respiration. Ensuite, j'en ai fait aussi en France. Et au Canada, j'en ai fait également aux États-Unis, mais je me suis vraiment concentrée beaucoup à tout ce qui était dans les techniques yogiques. Je suis aussi allée dans le sud de l'Inde pour poursuivre un petit peu les connaissances par rapport à ça. Donc, voilà. Et ça, c'était il y a combien de temps? Ça fait environ ça fait 3 ans maintenant, ouais. D'accord, que tu as fini ces formations, que tu as consolidé tout ça en gros. Que j'ai fini, ouais, que j'ai terminé toutes ces formations-là. Et depuis ce temps-là, j'ai vraiment commencé à enseigner d'une manière assez rapide les techniques respiratoires. J'en ai fait aussi beaucoup. Donc, je me suis vraiment lancée à fond la caisse, comme on peut dire. Puis avec le projet sur lequel je travaille en ce moment, on a vraiment décortiqué toutes les techniques respiratoires pour en apprendre davantage sur cette science qui est vraiment formidable. Oui, non, ça c'est sûr, parce que, oui, c'est sûr qu'actuellement, il y a je ne sais pas comment on peut appeler ça, on peut appeler ça une prise de conscience mondiale, mondiale, c'est peut-être exagéré, du moins en Occident, sur les techniques respiratoires. Bon, peut-être certains parleront de mode, je ne sais pas, on ne peut pas trop se projeter dans les années à venir, mais c'est sûr qu'en ce moment, on parle de plus en plus de techniques respiratoires. Et à mon avis, et tu seras d'accord avec moi, j'imagine, c'est plutôt une bonne chose qu'on en parle, parce que voilà, c'est quelque chose qu'on peut tous faire, voilà, quelles que soient à peu près nos conditions de vie, nos moyens ou quoi, on y a tous accès. Voilà. Et donc voilà, donc toi ça a commencé, voilà, ça fait maintenant plusieurs années que ça fait vraiment partie de ton hygiène de vie, de ton quotidien, et que tu l'enseignes. Et c'est à partir de là donc que tu te dis, tiens, tu as commencé à penser à cette société pour partager ça, mais parce que bon, tu l'enseignes dans la vie, tu donnes des cours. Hop là, pardon. Mais donc à le partager via une appli. Ouais. Ça. Et donc là, on arrive à Tripura, si je me rappelle. Ouais. Si je me souviens. Voilà. Donc alors, Tripura, allons-y. En fait, Tripura, ça a été inspiré d'un nom qu'on m'avait donné, un nom spirituel, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé le nom Tripura. Tout le monde en Inde, c'est des dieux et des déesses. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Donc, dès que tu es un humain, en fait, tu n'es pas juste un humain. Tu as vraiment un côté spirituel développé. Donc, c'est très, très intéressant. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai imaginé, en faisant les techniques respiratoires, je pense qu'il y a une créativité qui a vraiment été déclenchée. J'ai eu cette espèce de vision de créer un guide, parce que ce n'est pas toujours facile de faire les techniques respiratoires. Puis j'aspirais à avoir ce guide que je n'avais pas vraiment en présence, mais que j'imaginais. Et je l'imaginais un peu en hologramme. Donc, j'ai décidé de créer en 3 dimensions cet avatar-là. Et puis, en fait, de lui enseigner l'avatar, parce que, là, on programme toutes les techniques respiratoires, on a animé l'avatar et tout ça. Pour d'abord mettre cet avatar-là ou insérer cet avatar-là dans la structure d'une application mobile. On travaille sur un engin de jeu qui s'appelle Unity, ce qui nous permet de pouvoir prendre notre avatar avec toutes les animations et les programmes et le mettre sur d'autres plateformes, parce que l'idée, c'est de pouvoir l'amener sur d'autres plateformes et non pas juste sur une application mobile.
Mais on travaille avec des centres de recherche en ce moment au niveau de la captation de la respiration. Donc, de pouvoir, parce qu'en fait, dépendamment de notre état d'esprit, si on est très, très nerveux, par exemple, on a beaucoup de misère à allonger nos inspirations et expirations, par exemple. Donc, l'objectif du projet, c'est de pouvoir adapter les exercices en fonction de la capacité pulmonaire de l'individu à un moment donné dans le temps. Donc, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est de travailler avec les centres de recherche pour pouvoir justement amener on appelle ça du real-time biofeedback, pour que la personne puisse faire ces exercices techniques de respiratoire qui sont complètement adaptés à elle et de pouvoir que Tripura, en fait, puisse prédire la capacité pulmonaire de l'individu en fonction du moment de la journée, par exemple, ou en fonction de différentes données, de différentes biodonnées. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille en ce moment. Ce qu'on a pour le moment, c'est une application mobile MVP. Donc, on a Tripura qui déjà enseigne les techniques respiratoires via une application mobile où elle vient vraiment expliquer les techniques de manière visuelle, parce que des fois, ça prend de comprendre visuellement, de suivre un guide pour pouvoir bien faire les exercices respiratoires et avec une voix qu'on a enregistrée, tout ça. Donc, le personnage devient vraiment un personnage qui vient de l'au-delà un peu. Puis, on vient s'amuser aussi avec la fantaisie que Tripura peut amener. Donc, on est en train de la créer, en fait, et de créer son histoire. Donc, c'est vraiment un moment super excitant en ce moment dans l'entreprise. Non, c'est sûr. Ouais. Parce que, voilà, juste pour faire le point que les personnes qui nous écoutent se rendent bien compte, mais des applis pour pratiquer la respiration, il y en a plein. Souvent, ça va souvent se baser sur une sorte de bulle qui augmente, Mais en fait, ce que vous apportez, c'est vraiment, c'est cet avatar en fait qui vraiment permet vraiment à la personne vraiment de se reposer, d'avoir un support visuel de qu'est-ce qu'elle doit faire, pas forcément juste avec le pattern respiratoire, mais également le pattern corporel qui est impliqué dans la mécanique respiratoire pour un exercice donné. Donc ça, c'est quand même un gros plus. Oui, oui, puis ce qui est différent aussi, c'est que le pranayama, donc c'est vraiment, nous, on prend la science ancienne des techniques respiratoires, puis on vient la traduire dans un visuel avec notre avatar. Puis souvent, bon, c'est très, très spécifique ce qu'on doit faire. C'est pas seulement de la respiration consciente. Des fois, c'est de respirer d'une narine. Des fois, c'est de respirer de l'autre. Des fois, c'est de retenir le souffle. Donc, il y a une certaine posture. Des fois, c'est des pulsations. Donc, ça varie beaucoup d'une technique à l'autre. Donc, c'est ce qui diffère aussi des applications où on respire consciemment, on inspire et on expire. Donc, il y a vraiment cet aspect de coaching qui est là avec l'avatar, comme s'il y avait vraiment un guide qui était là, avec toi, qui t'enseignait ou qui te guidait à travers sa pratique. Ouais. Non, c'est sûr. Parce que voilà, je ne suis pas en train de dire du mal des autres applications. C'est très bien d'avoir un... Non, c'est très, très bien. Ces bulles-là qui font ça, c'est super et tout, mais je veux juste insister sur vraiment le caractère novateur de ce que tu fais, quoi, enfin, de ce que vous faites avec ton équipe, quoi. Et alors donc là, voilà, il y a cet avatar et tout, donc tu parlais de feedback, donc ça veut dire qu'il y a un dialogue, forcément, enfin, s'il y a tu parlais de real-time feedback, donc de feedback, donc boucle de rétrocontrôle en temps réel, je ne sais pas si on peut traduire ça comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a une interaction en fait entre le support, donc là en l'occurrence ça sera le téléphone, et le pratiquant. Et donc c'est là qu'intervient l'intelligence artificielle. Si je ne me trompe pas, c'est là qu'il y a un algorithme en fait qui permet aux pratiquants de dialoguer avec l'avatar, en fait. Oui, mais en fait, c'est délicat de parler d'intelligence artificielle dans un certain sens parce que l'intelligence artificielle se fait correctement une fois qu'on a énormément de data. Donc, on a des informations qui sont collectionnées. Donc, nous, on a des algorithmes qui viennent justement détecter la respiration et on peut proprement dire qu'on fait de l'intelligence artificielle une fois qu'on fait des prédictions quelconques.
Donc, en ce moment, ce qu'on vient faire, c'est qu'on lance notre application mobile avec justement la collection des données de la respiration des individus. Une fois qu'on va avoir assez de données, c'est là qu'on va pouvoir être capable de prédire donc une inspiration, une expiration, puisque la personne va être capable de faire et aussi en fonction de différentes, par exemple, données médicales. Donc, si, par exemple, il y a quelqu'un qui a la maladie MPOC, donc maladie pulmonaire obstructive compulsive, on commence une étude avec justement Poumon Québec bientôt. Donc, qu'est-ce qu'une personne qui a la maladie MPOC est capable de faire? Donc, c'est ces prédictions-là qui vont nous amener à faire proprement dit de l'intelligence artificielle. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de collectionner, on va commencer à collectionner des données de masse. Donc, c'est très, très important de faire ça. Et donc, c'est dans le processus dans lequel on est là, en ce moment. Donc, dès qu'on lance l'application, toute personne qui va faire des techniques respiratoires avec Tripura va nous aider dans notre recherche à pouvoir prédire là, les capacités, la capacité pulmonaire de différents individus en lien avec leur complexité ou leur problématique de santé. Ouais. C'est ça, c'est que ouais, voilà, tu as raison de préciser tout ça pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas trop familiers d'intelligence artificielle. Voilà, ça marche en plusieurs étapes. Hein. Le but, c'est d'avoir un algorithme qui est intelligent parce que voilà, il est capable d'établir des corrélations, de faire des prédictions. Mais pour arriver à un tel algorithme, en fait, il faut l'entraîner. Et donc là, en ce moment, vous êtes en train de l'entraîner. Exact. Vous en êtes à cette phase. Donc c'est pour ça que l'appli, en fait, là, est en phase de test, c'est ça? Elle est en bêta-test? Oui, c'est ça. Donc là, elle est en phase de test. Nous, on est en train de... on est toujours en train d'itérer les différentes versions. C'est très, très intéressant comme processus de voir... de faire des tests avec les individus, voir qu'est-ce qui est plus facile, qu'est-ce qu'ils comprennent bien. Au niveau du UX aussi, là, le User Experience. Donc, on est en train de peaufiner tout ça. Donc, cet été, on devrait pouvoir la lancer sur Apple Store et Android aussi. Puis c'est là qu'on va faire vraiment un appel à tous pour pouvoir nous aider à pouvoir pousser un peu plus la science au niveau du pranayama. Donc, de pouvoir collectionner là, les données de masse. Puis, quelques mois par la suite, c'est là qu'on va pouvoir commencer à faire des rétroactions intéressantes. Ouais. OK. Donc voilà, donc là, elle est plutôt enfin, si j'ai bien compris, hein, elle est plutôt en phase voilà, pour optimiser l'expérience de l'utilisateur. Exact, on est en phase test encore. Voilà, et par contre, cet été, vous allez commencer vraiment à nourrir l'algorithme pour qu'il fasse son apprentissage. Et j'imagine, je ne sais pas combien il lui faut de milliers de participants ou quoi pour qu'il fasse sa vie, mais à un moment donné, l'algorithme sera capable de faire des tas de choses, et notamment tu parlais de faire des prédictions sur la capacité respiratoire des gens, mais on peut imaginer, parce que j'ai l'impression que, surtout en ce moment, c'est un sujet qui est quand même assez chaud, l'IA, mais on a l'impression que les limites sont... Enfin, c'est très difficile de savoir quelles sont les limites de ce genre d'application. On peut imaginer plein de choses. Enfin, je ne sais pas, on peut imaginer faire du diagnostic ou des choses comme ça. Enfin, j'avais entendu dire que plus tôt dans l'année, qu'il y avait, je crois que c'était au MIT, il y avait un algorithme qui était capable de détecter, de diagnostiquer la Covid en écoutant la façon d'éternuer ou de tousser. Enfin bon, je ne me rappelle plus exactement. Même chez les gens asymptomatiques, il détectait la présence du virus avec une précision de 98%, donc c'est proche des tests PCR, enfin quelque chose d'impressionnant. Donc j'imagine que vous devez avoir plein d'idées comme ça, non? Mais c'est ça, je pense que c'est un processus. Ouais, c'est un processus itératif aussi. Quand on fait de la recherche, on a des hypothèses de recherche. Et après, c'est
c'est en étant en plein dedans qu'on réalise où on s'en va avec ça. Puis je pense que depuis le début du projet, ben, il y a toujours des surprises de dire OK, on peut faire ça aussi, on peut faire ça aussi. Puis je pense que c'est en s'y lançant qu'on réalise qu'est-ce qu'on est en train de faire aussi. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. La respiration, elle a une connexion avec énormément de parties du système corporel, de la santé. Donc, puis oui, avec la COVID, c'est super pertinent de pouvoir utiliser la respiration, les techniques respiratoires, tout ça. Et au niveau des prédictions aussi, c'est quelque chose de super pertinent. Puis nous, ce qui est intéressant, c'est que notre système, notre software qu'on utilise en ce moment, bien, nous, ce qu'on a créé, c'est un software qui nous permet d'amener des données, de pouvoir modifier l'expérience en fonction de ces données-là, d'avoir une rétroaction une prédiction et une rétroaction. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ajouter d'autres types de biodonnées par la suite. Donc, pas seulement la respiration, mais on peut dire feeder nos algorithmes de diverses données. Donc, ça va être à déterminer là, ce qui va être le plus pertinent pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on doit jumeler comme données? Est-ce qu'on jumelle par exemple, des données au niveau des informations médicales de l'individu? Est-ce que c'est un homme? L'homme et la femme ont des capacités pulmonaires aussi très, très différentes. Donc, aussi, ça va être à déterminer rendu là. Donc, mais encore une fois, c'est un processus qui est quand même assez itératif. Donc, c'est ce qui fait que c'est le fun aussi. C'est ce qui fait que c'est intéressant parce qu'on ne sait pas exactement où on va aboutir avec nos prédictions. Non, c'est sûr. Enfin, non, je pense qu'il y a probablement de belles années, de belles découvertes sur ce genre de projet. J'entendais quelqu'un parler il n'y a pas très longtemps, parce que moi je suis microbiologiste et il se passe beaucoup de choses sur le microbiome pulmonaire aussi, notamment, qui apparemment... traiter le microbiome pulmonaire, dans certains cas, ça permet de régler certains problèmes d'asthme, parfois, et alors ils arrivent à en fait détecter, à faire des analyses du microbiome pulmonaire à partir du type de gaz qui sortent, parce que les microbes vont produire certaines molécules, donc selon ce qu'on détecte en sortie. Voilà. Et quand on voit la puissance que peut avoir l'IA, on peut très bien imaginer que vous aurez des accès sur des corrélations avec le microbiome pulmonaire, par exemple. Enfin, bon, ça, l'avenir le dira. Parce que donc, en ce moment, vous avez déjà des collaborations, c'est ça, avec des équipes de recherche. Oui. Mais j'imagine que c'est quand même sur des sujets quand même assez précis, enfin, comme toujours avec la recherche. Donc, est-ce que tu as des exemples un peu de choses que particulièrement les gens sur lesquels les gens s'intéressent En fait, on travaille beaucoup au niveau du single processing en ce moment. Donc, single processing, c'est le son, le ton de la respiration, donc pouvoir détecter la respiration en tant que telle, l'inspiration de l'expiration. Donc, on travaille beaucoup à ce niveau-là et c'est ce qui vient nourrir justement nos algorithmes pour le moment. Et la prochaine étude qu'on fait, c'est avec des pneumologues. Donc, on va commencer l'étude en avril avec des gens qui sont atteints de la maladie obstructive compulsive. Et ce qu'on vient faire au niveau de cette étude-là, qui est moins au niveau de la recherche, je dirais, là, technologique, mais plus au niveau de la recherche médicale, c'est qu'on vient voir à quel point les techniques de respiration viennent améliorer la qualité de vie des gens qui sont atteints de la maladie obstructive compulsive. Et c'est là qu'on va commencer à collectionner le plus de données là, au niveau des patients. Donc, c'est ce qu'on vient faire. Donc, on vient voir à deux niveaux, au niveau technologique, on fait de la recherche, et au niveau médical aussi. Là. Donc, parallèlement, les deux sont importants pour nous. C'est compliqué d'avoir, comment je pourrais dire, une approbation médicale. Surtout, moi, j'aurais jamais pensé que un projet que je qualifie un peu comme hippie, parce que moi, c'est vraiment un voyage où je partais sans trop d'attente, soit reconnu par une communauté médicale. Je trouve que c'est une avancée incroyable que les médecins commencent à s'intéresser à ces techniques respiratoires-là qui sont tout à fait naturelles. Donc, c'est une capacité de pouvoir se traiter soi-même
traiter ses problèmes d'anxiété au niveau du système nerveux, mais avec la respiration. Donc, ça vient contrer l'idée qu'on doit prendre un médicament pour se traiter. Donc, puis c'est hyper rapide. Dès qu'on fait une technique respiratoire, mais notre système nerveux répond automatiquement. Il faut juste connaître, en fait ces techniques-là. Donc, moi, je trouve que c'est super encourageant de voir qu'il y a des médecins qui s'intéressent à ça en ce moment. Non, c'est sûr. Et puis, enfin, des fois, on a enfin, surtout selon un peu quel type d'information on consulte, mais on a souvent quand même cette idée qu'il y a une opposition entre le monde de la médecine occidentale et ce qu'on appelle enfin, les médecines alternatives, même si c'est un terme très vague. Mais en fait, il y a beaucoup plus de ponts que ce qu'on veut imaginer. Enfin, cette opposition, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais moi, pour avoir eu un parcours de santé un peu avec une maladie chronique difficile à traiter, ou quoi, enfin, une maladie de Lyme chronique, typiquement, en fait, à chaque fois que j'ai parlé à des médecins, et j'en ai vu un paquet, de mon envie d'essayer des choses alternatives ou quoi, à chaque fois qu'on leur présente la chose de façon honnête et sans les prendre de haut, voilà, parce qu'on sait mieux qu'eux ou quoi que ce soit, ils sont toujours super ouverts. Ils sont toujours ouverts en général. Parce qu'en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est que les gens aillent mieux. Je veux dire, en général, les gens qui se lancent dans ce genre d'études, c'est parce qu'ils veulent aider d'autres gens. Et donc, ils sont toujours contents de trouver des outils qui peuvent s'ajouter à ce qu'ils font déjà eux. Et donc, par exemple, là, ta collaboration, c'en est un très bon exemple, quoi. Enfin, voilà, tu es parti en Inde étudier des techniques ancestrales, et puis voilà, maintenant, tu collabores dans un contexte hospitalier. Enfin, c'en est un très bon exemple, quoi. Oui, puis je pense que plus il y a des collaborations entre justement les médecins et puis je pense ces pratiques un peu plus de wellness qu'on appelle, je pense que ça fait vraiment un traitement qui est assez complet parce que souvent, au niveau de la médecine moderne, mais on traite la maladie, mais ensuite, on peut traiter avant. Donc, je pense que les deux, la science médicale et toutes les pratiques au niveau respiration ou autre, donc la prévention, si tout ça est mis ensemble, on a vraiment un système de suivi qui est hyper complet. Donc, je pense que c'est de plus en plus reconnu comme tel, puis il n'y a aucun mal à ça, en fait. Puis on a besoin des médecins pour qu'ils nous disent leur opinion par rapport à ce qu'on fait aussi. Puis est-ce que ça peut empêcher un patient d'en arriver à l'hôpital, par exemple? Donc, c'est une communication qui doit être ouverte, c'est de la curiosité, c'est des bonnes intentions aussi, mais je pense que c'est très, très présent. Puis ça va le devenir de plus en plus avec toutes les télémédecines, les plateformes de télémédecine aussi qui donnent accès à des médecins de plus en plus rapidement. Et on rentre de plus en plus facilement dans justement de la prévention. Donc, si on peut voir un médecin rapidement, le médecin peut aussi nous recommander des techniques qui sont plus préventives. Donc, ça, c'est super positif aussi. Il y a énormément d'investissements dans les plateformes de télémédecine en ce moment. Donc, on voit Dialogue au Canada, il y a Teladoc, il y en a plusieurs. Donc, je pense qu'on s'en va vraiment vers de la médecine préventive. Puis c'est super encourageant. Oui, c'est ça, qui permettra notamment de désengorger les hôpitaux et en faisant la prévention. Tout à fait. Tout à fait. C'est quelque chose d'important, on s'en rend compte en ce moment. Oui, mais au niveau de la respiration, c'est exactement ça. Par exemple, si les gens y avaient accès à, par exemple, Tripura, mettons si Tripura était déjà accessible, les gens, dès qu'ils sentent des problématiques au niveau de la respiration, quand ils ont la COVID, ils peuvent prendre des plus grandes inspirations et augmenter leur taux d'oxygène, en fait, et prévenir peut-être la nécessité, peut-être, donc je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose qu'on doit faire, mais souvent les gens ils vont à l'urgence parce ils ont besoin d'oxygène, mais si on est capable d'augmenter la capacité pulmonaire, parce que en fait, c'est l'utilisation de la capacité pulmonaire, c'est même pas d'augmenter la capacité pulmonaire, parce qu'on utilise à peu près 25% seulement
de notre capacité pulmonaire. Donc, si on est capable de vraiment utiliser proche de 100%, parce qu'on n'est jamais à 100%, mais si on est capable d'augmenter l'utilisation de la capacité pulmonaire, bien, ça fait en sorte qu'on a plus d'oxygène et donc on aurait peut-être moins besoin d'un outil comme un respirateur à l'urgence. Et donc, on viendrait désengorger les hôpitaux à ce moment-là. Donc, on a parlé à plusieurs intensivistes, urgentologues, des pneumologues qui disent tout un peu la même chose en ce moment. On a besoin de pouvoir se traiter à la maison pour empêcher justement un engorgement dans les hôpitaux. Donc, c'est un peu la solution qu'on vient apporter éventuellement. Ouais. Et là, enfin bon, bien sûr, en ce moment-là, c'est une situation qui est particulièrement grave, hein, parce que, mais après des infections respiratoires, il y en a d'autres, il y en a eu d'autres et il y en aura d'autres. Donc c'est important, voilà, de prendre soin de sa santé respiratoire, hein, tout simplement. Je disais il n'y a pas très longtemps, je crois que voilà, à partir de 29 ans, notre capacité respiratoire commence à décliner, en fait, si on ne la travaille pas. Je ne me rappelle plus, mais je crois que si tu prends l'équivalent d'une canette de soda, ce volume-là, je crois qu'on le perd tous les 10 ans, si on ne travaille pas. Et il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, je crois, j'avais, dans le cadre de ce genre d'entrevue, j'ai discuté avec Yvan Cam, qui dirige l'école de la respiration en France. Et j'aime bien, il y a un truc qu'il dit souvent, que j'aime beaucoup, qui dit voilà, que la respiration est actuellement ce qu'était la nutrition il y a 30 ans. Maintenant, on sait que tout le monde sait que c'est important de se nourrir correctement. Après, les gens ne seront pas d'accord s'il faut être végétarien, carnivore, omnivore, mais ça, c'est pas le débat. Mais tout le monde, au moins, a en tête qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, enfin, tout le temps, que bon, même si des fois on fait des écarts, on sait que c'est important. Et ben, bon, bah là, voilà, on peut imaginer qu'on développe cette idée que prendre soin de sa respiration, c'est important. C'est un travail qu'on doit faire, comme aller à la gym, et manger correctement, et sachant que voilà, et ça n'empêche pas de faire des écarts de temps en temps. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre une vie de moine, hein, mais au moins voilà, on le sait. Et voilà, et des outils tels que tu les proposes, ça va dans cette direction. Oui, puis, puis c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs écoles de pensée au niveau de la nutrition, puis il y a plusieurs écoles de pensée au niveau de la respiration aussi, puis c'est ce qui fait en sorte que ça devient super intéressant. Donc, il y a des techniques respiratoires qui peuvent nous aider à nous stimuler un peu plus, donc plus d'apport d'oxygène versus on crée plus de CO2, donc on vient soit se stimuler, soit se détendre. Donc, on est capable de justement avoir un impact sur la performance de notre corps aussi. C'est un peu triste de pouvoir le dire comme ça, parce que c'est comme si on utilisait notre corps de manière très utilitaire, mais en même temps, c'est un peu ça qui se passe dans notre vie. Donc, notre corps c'est comme notre voiture, puis notre voiture, elle a besoin de certains gaz pour pouvoir avancer, mais c'est la même chose pour nous. Puis si on est capable de... Puis on le fait tellement déjà. Donc, quand on a des nouvelles, par exemple, qui sont, par exemple, stressantes dans nos vies, ben, on va souvent faire un... Si on entend quelqu'un qui a un accident, on vient inspirer, donc c'est comme si on vient se stimuler inconsciemment, donc ou automatiquement, on vient déjà avoir un impact sur notre système nerveux. Puis le contraire, si on se fait demander de rester jusqu'à minuit au travail le soir, on essaie de se calmer. Donc c'est tellement intéressant, puis c'est tellement complexe l'échange gazeux qui se passe dans la respiration. Donc, si on en savait vraiment une petite partie, je pense qu'on pourrait encore plus utiliser notre corps de manière efficace, en fait. Donc, c'est un peu ça qu'on essaie de décortiquer. Puis, je pense que ça va faire de nous des êtres humains beaucoup plus évolués, en fait, beaucoup plus conscients, beaucoup plus responsables en termes énergétiques aussi. Parce que dès qu'on peut comprendre, parce que c'est ça aussi en fait le pranayama. La science pranayama, ça veut dire le contrôle de l'énergie vitale en sanskrit. Donc si on parle du fait que
l'activité mentale vient avoir un impact sur la respiration. Donc, si j'entends que quelqu'un que je connais a un accident, donc je réagis. Si je suis capable d'inverser la formule, donc de dire, ben, je vais utiliser ma respiration pour venir contrôler mon activité mentale ou mon système nerveux, ben, c'est là où ça devient super intéressant. Imaginez ce qu'on peut faire avec cette information-là. Ouais. Donc, moi, c'est ce qui me permet d'avancer tous les jours. Je me lève le matin et puis je suis super excitée de travailler parce que je sais que c'est vers ça qu'on s'en va. Puis, bon, on y participe. Ça aussi, Sébastien, donc on participe à cette espèce de révolution, je dirais, au niveau de l'efficacité de l'utilisation de notre énergie. Non, c'est sûr que oui, la gestion gestion du stress, gestion des émotions, c'est un des... Enfin, ouais, voilà. C'est une façon de le voir. Premier niveau, un peu gérer son énergie en général. Parce que bon, en général, si on demande à quelqu'un de normal, ce que c'est que la respiration, il va penser à inspirer, expirer. Mais ça, en fait, pour un physiologiste, ça s'appelle la ventilation. La respiration, c'est ce qui se passe dans les cellules, en fait, pour un biologiste. La respiration, c'est glucose plus oxygène donne CO2 plus énergie. Enfin, CO2 plus eau plus énergie, quoi. Donc, glucose, c'est la nutrition. Oxygène, on l'a par la ventilation, justement. Et à partir de là, on fait de l'énergie, quoi. Donc ça, c'est un peu le premier niveau. Mais après, voilà, pour rajouter des couches là-dessus, voilà, on voit que ça me permet c'est un accès, en fait, au système nerveux autonome, donc la gestion du stress. Et ça peut permettre d'avoir accès au système nerveux central. Donc là, ça va être plus la gestion des émotions, quoi. Donc j'aime bien le voir sous 3 niveaux. Après, est-ce que c'est facile? Oui. Mais est-ce qu'il suffit de claquer des doigts pour... Non, c'est quand même une pratique. Voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut développer consciemment, pratiquer tous les jours, hein, si possible. Voilà, quoi. J'ai un peu perdu le fil de mes pensées parce que je voulais réagir sur plusieurs points que tu as dit et j'ai réagi que sur un seul point, mais ouais, bon, c'est pas très grave, ça me reviendra, quoi. Ben, je trouve ça super pertinent d'avoir ta perspective aussi par rapport à tout ça. Puis je pense que c'est d'avoir plusieurs perspectives sur un même sujet. Je trouve fait en sorte qu'on peut comprendre un peu plus l'objet. Donc, si on le voit d'une perspective d'un microbiologiste, par exemple, après ça, on le voit d'une perspective d'un yogi, par exemple, qui a habité dans les montagnes, qui a pratiqué ça, de quelqu'un d'un médecin, par exemple. Donc, d'avoir toutes ces discussions-là par rapport au même sujet, bien, ça nous permet vraiment de comprendre plus l'objet qui est devant nous, qui est la respiration. Donc, c'est toujours bénéfique, je pense, de pouvoir expliquer en différents termes ce qui est en train de se passer. C'est parce que on ne sait pas exactement à 100% encore l'impact de tout ça, je pense. Je pense qu'on est en train de le découvrir. Donc, moi, j'ai l'impression d'être en partie là, avec d'autres mondes dans une jungle, là, puis on est en train de... avec nos petites machettes, puis on est en train de voir justement qu'est-ce que la jungle a à nous apporter. Donc, non, c'est sûr. Parce que c'est vrai qu'il a voilà, la bonne chose qu'il y ait cette prise de conscience sur ce genre de sujet, c'est notamment que ça va permettre de donner accès à ça à beaucoup plus de monde et de développer, en fait, finalement, voilà, plus de monde a accès à une technique et à la pratique, plus ça permet d'avoir des retours d'expérience, et notamment avec des gens comme toi qui font ça dans le cadre d'études cliniques, ça va permettre de tirer des conclusions assez solides qu'on n'a pas forcément quand on en reste à des observations empiriques qui sont faites dans le cadre d'écoles de yoga, que ce soit en Inde ou pas d'ailleurs, hein, où là on va rester vraiment dans l'observation empirique pure et dure, avec les biais que ça comporte, parce qu'en fait souvent ça va être des gens qui vont avoir tendance à remarquer « Ah, j'ai aidé tant de personnes à s'en sortir », mais par contre ils vont oublier les autres personnes qui ont arrêté de prendre les cours parce que ça leur servait à rien. Alors que dans le cadre d'une étude clinique, en fait, tous ces gens-là sont pris en compte et on peut tirer une conclusion solide, dire
bon, bah, dans le cadre de telle maladie ou dysfonctionnement ou quoi, ce type de respiration est indiqué, ce type de respiration ne servira à rien, ce type de respiration peut faire plus de dégâts, parce que il ne faut pas se voiler la face. Il n'y a rien qui n'est pas... si on parle d'un remède puissant à quelque chose, si quelque chose est puissant, ça veut dire qu'il peut être puissamment destructeur d'un autre côté. Il n'y a rien qui n'est uniquement... qui n'a que des bénéfices à part la magie, quoi. Et moi, personnellement, j'y crois pas vraiment à la magie. Donc oui, je pense qu'il y a des techniques de respiration qui peuvent faire mal à certaines personnes dans certaines conditions. Et donc ça, il va falloir le comprendre. Ouais. Ça demande du temps. Ouais. C'est intéressant que tu dises ça parce que c'est ce qu'on est en train de justement réfléchir aussi beaucoup. Dans les techniques ou dans les formations qu'on faisait en ashram, il y avait beaucoup d'emphase sur quand on fait trop de techniques respiratoires. On nous disait qu'il y avait un certain danger d'en faire trop au niveau de la santé mentale parce que des gens qui ont déjà des graves problématiques de santé mentale, donc par exemple la schizophrénie ou donc des maladies là, quand même assez graves au niveau de la santé mentale. Je ne parle pas d'une dépression ou quoi que ce soit, mais ils pouvaient avoir des effets nocifs sur justement la santé mentale. Donc, dans les ashrams, les vocabulaires qui est utilisé, c'est qu'on en fait, on ne devrait pas faire les techniques de respiration à l'extérieur d'un ashram. C'est dangereux et tout ça. Moi, je ne crois pas qu'il y a un danger à ce point tel, mais il y a quand même plusieurs précautions à faire, notamment, par exemple, les femmes enceintes. Mais il y a des techniques respiratoires comme Wim Hof qui peuvent être dangereuses, en fait, pour quand on a certaines conditions. Donc, oui, tout à fait. Je pense que c'est la raison pour laquelle on doit faire de plus en plus d'études par rapport à chaque technique, pas seulement la respiration consciente, mais chaque technique. Donc, si on a une formule où on inspire 4 secondes et on expire 8 secondes, c'est quoi l'impact que ça a? Quand on expire plus longtemps qu'on inspire, quel impact ça a sur une personne qui a telle condition? Donc, je pense que c'est effectivement super important de faire ces études-là parce que ça peut avoir aussi un impact, ça peut avoir un impact négatif sur certaines personnes. Tout à fait. Ouais. Non, c'est sûr. Enfin, il y a... Ouais, après, bon, c'est vrai qu'on peut arriver à des... on peut philosopher là-dessus sans fin, mais c'est vrai que oui, savoir un peu imaginer les techniques respiratoires comme une boîte à outils, où en fait, bon, la respiration consciente, ça serait un peu la porte d'entrée, mais ensuite apprendre chacun des outils et savoir de quel outil est-ce que j'ai besoin à quel moment, sachant qu'il y a des outils dont on a besoin à peu près tous les jours et d'autres qu'on a besoin très rarement, mais que c'est bien, au moment où on en a besoin, c'est bien de les avoir. Et du coup, de personnaliser ça avec voilà, son propre état, au niveau de comment on se sent, au niveau si on a de l'énergie, si on est fatigué, si on est stressé, si on n'est pas stressé, de sa capacité pulmonaire, parce que respirer 4 secondes, faire par exemple 4, 4, 4, 4, c'est bien, mais selon la capacité respiratoire, la capacité, voilà, selon la personne, il y en a, je ne sais pas, là je dis ça un peu au hasard, mais il y a des gens, ils ont 4 secondes, ça leur fera le même effet que 6 secondes sur d'autres personnes. Enfin, voilà, et ça, on ne sait pas tant qu'on n'a pas, en fait porté la conscience de cette pratique à un point où les gens, voilà, ils sont pas seulement à compter ce qu'ils sont en train de faire, mais ils comprennent vraiment, ah voilà, je sens que voilà, mes poumons, le bas de mes poumons se remplit, le milieu se remplit, ce genre de choses, quoi. On arrive à de l'horlogerie suisse de la technique respiratoire, si j'ose dire, mais bon, ça demande du temps et de la pratique, hein. Tout à fait, tout à fait. C'est extrêmement complexe, puis c'est probablement une des sciences les plus complexes qu'on pourrait étudier, en fait, la respiration. Donc, ouais, c'est toujours de faire la technique, la mécanique, puis de pouvoir, en fait, trouver la limite, tu sais, la limite de
de notre capacité, où je pense qu'on avait une discussion l'autre fois qui disait, tu mentionnais le fait, où tu me citais en fait quelqu'un qui parlait du fait que justement, si on pousse, si on essaie de pousser un peu trop justement les techniques respiratoires, une technique respiratoire qui devrait être calmante, par exemple celle du 4-4-4 dont on parle, le box breathing, ben, ça pourrait justement créer l'effet contraire parce qu'on essaie de pousser trop loin nos capacités pulmonaires à ce moment-là. Donc, c'est toujours, moi, quand j'enseigne les techniques respiratoires, ben, j'essaie toujours de me référer à la personne puis à son propre jugement aussi, parce que chacun ressent quelque chose de différent dans son corps quand ils font ces techniques de respiration. Donc, il faut toujours savoir, est-ce que je suis en train de pousser trop le système respiratoire, chose qui n'est jamais une bonne chose, en fait. Donc, c'est vrai. Je pense que c'est toujours plusieurs bémols. Puis c'est pour ça qu'on on retarde beaucoup, nous, la lancée de notre application parce qu'on veut vraiment s'assurer de pouvoir prendre en compte ces petites subtilités-là, en fait. Donc, peut-être un grand sentiment de responsabilité par rapport à ce qu'on est en train de faire pour être certain d'avoir un impact positif, puis de ne pas encourager une culture non plus qui vient pousser l'individu à se surpasser avec la respiration. Je pense que c'est une culture de respect de soi-même qu'on essaie de créer aussi à travers tout ça. Parce qu'on le voit beaucoup. Il y a énormément de techniques extrêmes qui existent. Puis je pense que dans certains cas, c'est super, mais dans d'autres, ça peut être effectivement dangereux. Donc, merci de le souligner parce que c'est dans nos discussions constantes avec mon équipe en ce moment. Ouais. Parce que là, donc, dans ce que toi, tu enseignes en tant que coach et de ce qui est disponible sur l'appli Tripura, donc c'est très basé sur des techniques de pranayama. Oui. D'accord, ouais. Non, parce que il y a, notamment, il y a beaucoup de techniques de respiration consciente dont on entend parler à droite à gauche. Il y en a certaines qui sont liées à des techniques de pranayama, d'autres pas du tout. Je sais qu'il y a une école de respiration qui est très importante en Russie. Il y a des choses vraiment que je ne maîtrise absolument pas, hein, mais c'est une école de respiration très riche qui est en Russie. Mais donc, dans toi, ce que tu fais, bon, c'est lié à ton histoire personnelle, mais ça va être des techniques traditionnelles de pranayama, en gros. Oui, donc on se base vraiment sur des techniques qui existent depuis 5000 ans, en fait. Puis ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient les décortiquer, les vulgariser, puis les enseigner, puis faire des recherches sur leur impact, en fait. Donc, voilà. C'est tout le temps pour moi que j'avais, Sébastien. Je suis désolée parce que j'ai un autre appel qui commence, qui commence bientôt, la joie de Zoom et des appels. Non, mais non, tu as tout à fait raison. Moi, je vais avoir une autre réunion qui va commencer bientôt aussi. Donc, on va conclure. Donc, je mettrai en renseignement en bas, dans la vidéo, le site, comment les gens peuvent trouver ton appli, tout ça. Donc, en fait, on peut les encourager à la télécharger, à l'utiliser. Et donc, en ce moment, en gros, c'est ça dont vous avez besoin à Tripura, des utilisateurs pour faire tourner l'appli. Chercher des investisseurs, des choses comme ça, si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent dépenser de l'argent dans une jeune pousse, ça aussi, ça vous... Donc, je ne sais pas s'il y en a qui m'écoutent, hein, mais ça vaut le coup de le dire. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Voilà. Très apprécié d'avoir discuté avec toi. Puis, bon succès pour ces entrevues. Je trouve ça super pertinent. Donc, lâche pas, continue. On a besoin d'en savoir plus sur la respiration. Donc, bravo. Merci. Super. Écoute, merci à toi d'avoir été avec moi. Et voilà, et à bientôt, j'espère. Oui, c'est certain. Allez, salut Anne-Marie. OK. Au revoir. Bonne journée.
Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, moi je suis toujours très content de rencontrer des gens comme Anne-Marie qui ont ce genre de créativité et d'énergie. Je pense que l'intelligence artificielle est quelque chose dont on n'a pas fini d'entendre parler, dont on a à peine, on a à peine idée de toutes les possibilités que cela peut générer. Donc, avoir ce mélange entre technique ancienne et intelligence artificielle, je pense que ça peut déboucher certainement sur des choses, de belles choses, afin de mieux comprendre ces techniques, mieux les appliquer et apporter plus de bien-être au plus grand nombre, tout simplement. Voilà, vaste tâche, si j'ose dire. Donc, ce que vous pouvez faire, si ça vous intéresse, c'est télécharger l'appli qui est actuellement en phase de test. Voilà, vous la téléchargez, vous l'utilisez et l'avenir fera le reste. Donc sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et à la revoyure.